Chapitre 5. L'Espagne, le soleil et le sang. 1921. Vigo, Espagne. Le lieu rêvé pour un mâle. Une simple escale sur la route de Paris a suffi à Hemingway pour aimer ce pays, encore intact, incroyablement dur et magnifique. Avec plus de 20 séjours, l'Espagne est sans conteste sa véritable terre d'adoption. Tout y est. L'apprêté, le soleil, la violence, l'honneur et le courage. Et la mort encore une fois. Mais le goût d'Hemingway pour la péninsule ibérique ne doit rien aux clichés exotiques, encore à la mode dans les années 1920. C'est un goût pur et sobre, presque classique si l'on peut dire, débarrassé d'emblée de la surface anecdotique du lien. Ce qu'Hemingway aime en Espagne, il n'y a que peu de choses à voir avec les clichés de cartes postales, pas même les bas roses et les terreux roses. En 1923, Hemingway assiste pour la première fois à la Feria de San Fermín de Pampelune, au sud des Pyrénées. Avec sa femme Adèle et son premier éditeur Bob McCalmon, il se jette à corps perdu avec toute l'énergie de ses 24 ans dans la fête débridée qui agite les rues de la ville. Une fusée éclate comme un éclat de shrapnel. Et voilà que sort dans son rythme du Rio Rio, une foule rouge et blanche derrière laquelle courent des taureaux. Les rues sont noires de monde, les terrasses de café bondées, et les vins âpres coulent directement des outres dans la bouche de buveurs à la Velasquez. Personne n'a le temps de changer de vêtements et encore moins de dormir, si ce n'est au fond d'un bar ou sur la banquette arrière d'une voiture. Ernest aime la fête, mais il lui est impossible de n'être qu'un simple spectateur. Toujours au cœur de l'action, il dort dans une pension de toreros, prend part aux courses ouvertes au public, se mêle à la foule, combat même avec un jeune taureau pendant les novilladas et bien sûr assiste à toutes les corridas. Énorme, noir et blanc, pesant plus d'une tonne et avançant d'un galop léger. À la sortie, le soleil parut un instant l'éblouir. Il demeura comme pétrifié, sa grosse crête de muscles dressée, solidement crampée, regarda autour de lui. Les cornes pointaient en avant, noir et blanc, effilés comme les piquants de porc-épic. Puis il chargea. Et quand il chargea, je compris soudain que j'étais ce qu'était la tauromachie. Hemingway aime au premier coup d'œil les courses de taureaux, malgré, ou peut-être à cause de la violence brutale du spectacle et du sentiment de danger qui s'en dégage. Si la corrida avait déjà à l'époque des violents détracteurs, Hemingway évacue d'emblée la question morale de la chose. Pour moi, sur les questions immorales, écrit-il dans La mort dans l'après-midi, je ne sais qu'une chose. Et moral, ce qui fait qu'on se sent bien, est immoral, ce qui fait qu'on se sent mal. Jugé à ces critères moraux, les courses de taureaux sont très morales pour moi. En effet, durant les courses, je me sens très bien, j'ai le sentiment de vie et de mort. Du mortel et de l'immortel, le spectacle est terminé, je me sens très triste, mais à merveille. C'est qu'il ne s'agit pour lui ni d'un sport, ni même d'un spectacle, mais d'un art à proprement parler, où le taureau n'est que la toile qui porte la peinture. Son sacrifice, comme celui des chevaux de picador, est non seulement excusable, mais justifié par le rituel presque religieux qu'il permet d'accomplir. Si le but ultime de la course de taureau réside bien dans le moment de vérité où l'homme et l'animal fusionnent dans la mort, cette mort demande au torero ces qualités dont l'évidence peut apparaître immédiatement au spectateur. Un grand tueur doit aimer tuer. S'il ne se sent pas que c'est la meilleure chose qu'il puisse faire, s'il n'est pas conscient de la dignité de cet acte et ne sent pas que c'est sa propre récompense, il sera incapable de l'abnégation nécessaire à la véritable mise à mort. Et l'on retrouve ici, comme pour la pêche ou la chasse, l'une des plus profondes préoccupations d'Hemingway, le sentiment de rébellion contre la mort qui vient à celui qui l'administre. Toutefois, ce privilège presque divin demande à être exercé avec grâce, dignité, sans effort apparent et dans le respect des traditions, car la corrida est le seul art où la beauté du spectacle dépend de l'honneur du combattant.
Après ses premières corridas en 1923, Ernest aura de cesse de revenir assister à la maison tauromachique, que ce soit à Pampelune, Saragosse, Madrid ou Séville, et à quelques exceptions près, il s'y rend chaque année jusqu'au début des années 1930, avant que la guerre civile ne tienne à distance les arènes. Bien qu'il s'y rende toujours accompagné d'une solide bande de férias pour profiter de la fête, Hemingway entreprend rapidement des recherches approfondies sur la corrida, car pour lui, dans tous les arts, le plaisir croît avec la connaissance que l'on a d'eux. Avec la même énergie que pour la pêche au gros, Ernest développe bientôt une connaissance presque encyclopédique de l'art tauromachique. Si le travail de la muleta n'a plus de secret pour lui, il connaît aussi les éleveurs, dont les habitudes du public, et vit dans l'intimité des plus grands toreros, comme Juan Del Monte qui, en 1925, lui dédie un taureau avant d'en offrir l'oreille à Adley. Capable d'un jugement critique remarquable et marqué, Ernest s'est aussi distingué dans l'histoire même de la tauromachie, les périodes et les styles, comme on parle de moderne et de classique, de Louis XVI ou d'Empire. En outre, ses connaissances et ses exploits pendant toutes les courses publiques sont tels qui lui valent, dès les années 1920, de nombreuses colonnes dans les presses locales, et surtout le statut en fier d'aficionado, de loin supérieur à celui de simple amateur, même éclairé. Au-delà du plaisir qu'elle lui procure, la corrida est aussi une course d'inspiration majeure pour Hemingway. On trouve ainsi dans In Our Time, publié pour la première fois en 1925, quelques vignettes témoignant de sa passion pour les courses de taureaux qui, après-guerre, deviennent l'un des sujets de prédilection, ainsi qu'un nouveau champ d'expérience littéraire. Le seul endroit où l'on put voir la vie et la mort, écrit-il les premières lignes de La mort dans l'après-midi. J'entends la mort violente, maintenant que les guerres étaient finies, mais les arènes. C'était dans les arènes. Je m'essayais au métier d'écrivain, en commençant par les choses les plus simples. Et l'une des choses les plus simples de toutes et des plus fondamentales est la mort violente. Cet intérêt pour la mort dépasse de loin, comme on a pu le lui reprocher, la veine d'attraction morbide que l'on peut provoquer le spectacle du sang. L'arène, comme le champ de bataille, est avant tout pour Ernest le lieu où s'illustre de manière solennelle la condition mortelle de l'homme. Le goût d'Hemingway pour la corrida comprend, bien sûr, une dimension esthétique. Il est sensible à la pure et classique beauté qui peut être produite par un homme, un animal ou un morceau de serge écarlate drapé sur un bâton. Mais c'est encore une fois l'homme qui est au cœur de ses préoccupations, car Hemingway aime ce jeu sans match nul, cerné par la mort. Ce théâtre à ciel ouvert, brûlé par le soleil où l'homme joue sa vie, non sans un certain voyeurisme. Ernest, en tant qu'écrivain, aime observer les réactions des toreros, voir avec quel courage ou quelle lâcheté il se comporte face au danger, plongé au cœur de la nature humaine et de sa propre identité. Nick Adams dans La veille du débarquement, Robert Jordan dans Pour qui sonne le glas, et bien d'autres encore de ces héros, tous chercheront à savoir qu'ils seront face à la mort, même mise en scène, la mort qui reste pour Hemingway l'ultime expérience de la vie. Pour Hemingway, entre autres passions, au contraire des autres passions d'Ernest, comme la chasse ou la pêche, où l'animal a toujours une chance de sauver sa vie, la corrida, elle, n'a qu'une issue. Et c'est bien dans cela qu'elle se distingue. C'est une tragédie. La tragédie de la mort du taureau, qui est jouée plus ou moins bien par le taureau et l'homme qui y participe, et où il y a danger pour l'homme, mais mort certaine pour l'animal. Le rapprochement qu'Hemingway opère ici n'a rien d'arbitraire. On retrouve tout d'abord les unités de temps, de lieu et d'action, mais aussi des sentiments nobles, la grandeur des émotions et de l'ombre funeste du destin ou de la mort. L'arène peut-elle même être vue comme une scène où se jouent trois actes fondamentaux. Los tres terios de la Lydia apparemment laisse d'abord les picadors, puis les banderillos et enfin les toreros lui-même, pour la mise à mort, procès, sentence et exécution. Trois étapes aimantées par le suerte, autrement dit le destin.
Si la mort est attendue, connue d'avance, elle doit, pour gagner en dignité, être longuement préparée. Car sans ce respect scrupuleux des règles, la corrida ne serait plus un art mais un assassinat vulgaire, un meurtre collectif. Art, honneur, dignité, vérité. Les mots de la corrida sont pour Hemingway les mots de l'écriture, car si la tragédie est un art du spectacle, c'est aussi un art de la narration. Dean Our Time est à la capitale du monde, nouvelle parue dans l'Esquire en 1936. Les courses de taureaux sont bien un sujet d'écriture pour Hemingway. Pourtant, plus peut-être un sujet, la corrida se révèle être aussi une image de l'écriture elle-même, le support d'une réflexion sur l'art littéraire, paru en septembre 1932, mais commencé dès 1929. Mort dans l'après-midi est à la fois un manuel de la corrida et l'art politique d'Hemingway, son manifeste. Conçu comme un ouvrage total sur l'Espagne et les courses de taureaux, le livre est ponctué de nombreuses réflexions littéraires qui vont de la narration au style, la faena exécutée par le torero et le travail de la muleta devient alors des images vivantes du style propre à chaque écrivain et lui permettent de réactiver l'ancienne querelle des classiques et des modernes. La prose est architecture et non décoration d'intérieur, et le baroque est fini. Dès Le soleil se lève aussi, paru en 1926, Ernest avait relevé chez certains toreros une appartenance à l'une ou l'autre école. Romero ne faisait jamais de contorsion, son style était dur, droit, naturel, dans toutes ses lignes. Les autres se traînaient comme des tire-bouchons, des coups dans l'air, il s'inclinait contre le flanc des taureaux après que les cornes étaient passées pour donner le sentiment du danger. Toute cette artificialité finissait par sembler laide et causait comme une impression déplaisante. La façon de combattre le Romero était une émotion réelle parce qu'il gardait une pureté des lignes absolue dans tous ses mouvements. C'est là une définition de l'écriture telle qu'Hemingway la conçoit, au plus près du réel, sans artifice, avec des phrases vraies et honnêtes, des mots justes et sincères. De nos mots, à force d'être employés à la légère, ont perdu de leur tranchant. Déplore-t-il, et mort comme danger ne doit pas être utilisé à la légère. De même qu'Hemingway réfute le ton épique des écrivains solennels qui dénaturent l'émotion réelle. Il n'y a que mépris pour la lâcheté des toreros qui singent le danger. Les actes de bravoure d'un poltron ont beaucoup plus de valeur pour les romans psychologiques et ont toujours une extrême valeur pour l'homme qui les accomplit. Mais ils ne sont d'aucune valeur pour le public qui, saison après saison, paye pour voir un torero. Ils ne font que donner au torero un semblant de valeur qu'il n'a pas. Toutes les histoires continuent assez loin se terminent par la mort. Hemingway refuse pourtant les effets sensationnels. Un sujet aussi grave demande encore une fois une certaine dignité, une élégance. Et l'élégance d'Hemingway, elle, se situe dans la retenue et la distance. Spectacle cathartique, tragédie en plein air, religion de la mort, la corrida est donc bien pour Ernest l'école de vie. Le lieu rêvé pour un mâle, en quête d'identité, derrière le masque de l'homme public, de la célébrité, il y a encore une fois l'écrivain, l'homme soucieux d'apprendre, d'écrire et de vivre. La grande chose, c'est de durer, écrit Hemingway dans les dernières lignes de Mort dans l'après-midi, de faire son travail, de voir, d'entendre, d'apprendre et de comprendre. Et écrire lorsqu'on sait quelque chose et non avant, ni trop longtemps après. Laissez faire ceux qui veulent sauver le monde pour vous, si vous pouvez arriver à le voir clairement et dans son ensemble. Alors chaque détail que vous exprimerez représentera le tout si vous l'avez exprimé la vérité. La chose à faire, c'est de travailler et d'apprendre à exprimer. Quand la guerre civile éclate, le 18 juillet 1936, le dernier séjour d'Hemingway en Espagne remonte à 3 ans déjà. Préoccupé par les troubles qui agitent le pays depuis plusieurs années, Ernest, qui passe l'été à Bimini, s'interroge encore sur l'attitude à adopter. Ses sympathies personnelles vont bien sûr aux républicains et l'idée de se tenir à distance d'une nouvelle guerre ne lui plaît qu'à moitié. Mais l'écriture, d'en avoir ou pas, mobilise pour l'heure toute son énergie. Profondément marqué par ses souvenirs de la Première Guerre mondiale, Ernest, contrairement à la légende, n'entretient aucune fascination pour la guerre. Sans aller jusqu'à être pacifiste, il espère cependant vivement que les États-Unis retiendront d'intervenir dans le nouveau conflit européen dont l'imminence ne fait
guère doute pour lui. Dès septembre 1935, Hemingway publie un article dans Esquire, Réflexions sur la prochaine guerre, une lettre sérieuse sur l'actualité, dans lequel il exprime sans ambiguïté son opinion. Aucun catalogue d'horreur n'a jamais tenu les hommes à l'écart de la guerre. Avant la guerre, si vous pensez toujours que ce n'est pas vous qui mourrez, mais tu mourras, mon frère, si tu y restes assez longtemps. La seule manière de combattre le meurtre qu'est la guerre est de montrer les combinaisons malpropres qu'il a créées et les criminels et salauds qui l'espèrent et la manière idiote dont ils la conduisent quand ils l'obtiennent. De sorte qu'un honnête homme s'en défiera comme le ferait une affaire véreuse et refusera de s'y laisser asservir. Le criminel ici n'est autre qu'Hitler, dont Hemingway se sent bien qu'il représente le danger de loin supérieur à celui de Mussolini, et le général Franco menace le sud de l'Europe. Pour Ernest, la guerre d'Espagne n'est que la répétition générale d'un nouveau conflit mondial. Au début de l'année 1937, la situation en Espagne a déjà pris une tournure autrement plus dramatique, et Ernest, qui est alors de retour à Key West après un séjour dans le Montana, commence à présent à pressentir que sa place est d'ailleurs, comme toujours avec lui quand il se présente une grande cause, littérature et vie familiale passent au second plan, alors qu'il y a signé avec la North American Newspaper Alliance un contrat comme correspondant du côté républicain. Ernest écrit à la famille de Pauline, inquiète de son départ. Ça m'ennuie énormément de partir, mais on peut pas préserver son bonheur en s'efforçant de prendre soin de lui ou en le mettant dans la naphtaline et depuis longtemps. Moi et ma conscience savons que je devais aller en Espagne. Il m'a paru que le monde allait si mal et qu'il était si nécessaire de faire certaines choses que penser à n'importe quel avenir personnel était tout simplement de l'égoïsme. En acceptant ce contrat, Hemingway se propose de réaliser un objectif étonnant. Écrire la correspondance de guerre anti-guerre. Car il vit la période la plus politique de sa carrière, et si ses sympathies vont toujours aux travailleurs exploités contre les patrons absentéistes, son armistice personnel, signé à Fossalta di Piave en 1918, est toujours d'actualité. Le 18 mars 1937, juste après un raid d'aviation, Hemingway arrive donc à Barcelone. À quelques mois près, cela fait 20 ans qu'il a quitté les champs de bataille. Pourtant, les premières dépêches qu'il envoie à la Nana, sont marquées par le souvenir encore vivace de son séjour comme ambulancier sur le front italien. Allongé sur le lit de sa chambre d'hôtel, Ernest revient en pensée à un épisode un peu honteux de son histoire personnelle. Dans la guerre que j'ai connue, des hommes ont souvent menti sur la manière dont ils avaient été blessés, pas au début mais par la suite. Moi-même j'ai menti un peu en montant, surtout tard le soir, puis il ajoute, dans cette guerre-ci, il n'y a pas de décoration, les seules décorations vont être les blessures. Hemingway se rend vite compte qu'il assiste ici à un nouveau genre de guerre, une guerre d'idéaux plus que de tranchées, et une guerre fratricide. Après Barcelone, Ernest descend jusqu'à Alicante et Valence, puis parcourt le front de Guadalajara, où les républicains viennent de remporter la première victoire, alors même que les rebelles bénéficiaient d'un renfort de troupes italiennes renvoyé par Mussolini. En avril, Hemingway séjourne à Madrid où il assiste au bombardement de la ville. 300 obus s'abattent sur la capitale espagnole dans un bruit déchirant, s'éventrant les trottoirs au point que les grandes artères deviennent des scènes de carnage fumantes, recouvertes de gerbes de poussière et de plâtre qui s'élevaient en nuages pendant que les obus gouvernementaux tombaient, accompagnés de l'immense et terrible fracas des fusils automatiques, des mitraillettes, des tirs rapides. Ce bombardement, de l'aveu même d'Ernest, fut presque trop meurtrier pour ne rien écrire à son sujet.
Peut-être les obus ravivaient-ils chez lui la peur de la blessure de Fossalta, la peur dont il se débarrasse au fur et à mesure de la guerre. En plus de ses dépêches, qui signent son premier retour au vrai journalisme depuis Toronto Star, Hemingway participe au tournage d'un film documentaire, Terre d'Espagne, avec le réalisateur communisme Joris Evans et son ami John Dos Passos. Tourné sur place, le film d'Evans, dont Hemingway rédige et lit le commentaire, se propose plusieurs objectifs. Sensibiliser l'opinion publique à la cause républicaine, dénoncer les dangers du fascisme et récolter des fonds pour financer les ambulances. De retour aux États-Unis, en mai de la même année, Ernest séjourne à bord de Key West, où il retrouve Pauline avant d'assister le 4 juin au congrès des écrivains américains où il prononce un violent discours contre le fascisme. Il n'y a qu'une seule forme de gouvernement incapable de produire les bons écrivains, c'est le fascisme. Un écrivain qui ne veut pas mentir ne peut vivre ni travailler sous le fascisme. Impressionné par l'altitude d'Ernest, que Scott Fitzgerald, présent dans la salle, qualifie de presque religieuse. Le public contribue au financement d'une vingtaine d'ambulances. Totalement dévoué à la cause républicaine, Ernest n'entend pas en rester là et le 8 juillet, Terre d'Espagne est projetée à la Maison-Blanche en présence du président Roosevelt et de sa femme Eleanor, une amie proche de Martha Gellhorn avec qui Hemingway entretient depuis peu une relation. Avant de repartir en Espagne pour un second séjour, Hemingway a fait don de 40 000 $ au gouvernement républicain. 2 mois sur le front ont changé son attitude. Maintenant que la guerre est commencée, quand bien même il serait inexcusable, il faut la gagner. Et ce d'autant plus que, dès le mois de septembre, Franco contrôle déjà les 2 tiers du pays. Le nouveau départ qu'Hemingway est cependant plus compliqué que le premier, du moins au plan conjugal, car Pauline n'a plus guère d'illusions sur la relation que son mari entretient avec Martha, qui sera elle aussi du voyage en tant que correspondante. Mais malgré les pressions de sa famille, Ernest ne résiste pas à l'attraction qu'exerce sur lui l'éventualité de participer à de nouveaux exploits. Attiré par l'action, le danger et la mort dont il n'a maintenant plus peur, Hemingway est aussi sensible à l'idée de pouvoir vivre une nouvelle passion amoureuse avec une femme qui, pour une fois, ne manifeste aucune soumission à son égard. À l'inverse de Pauline Dudley, Martha en effet une femme accomplie et orgueilleuse. Auteur d'un roman et d'un recueil de nouvelles préfacé par H.G. Wells, elle n'a certes pas de talent littéraire de son amant, mais ni sa célébrité ne l'impressionne, et plus encore que son courage ou sa capacité de résistance aux privations. Ernest admire chez elle son goût de l'action et l'intérêt sincère qu'elle porte à la cause républicaine. 20 ans après l'adieu aux armes, amour et guerre deviennent intimement liés. Dès la première semaine de son séjour à l'hôtel Florida à Madrid, Ernest ressent une énergie qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Malgré le spectacle des bombardements et des restrictions alimentaires, il profite d'un regain de vitalité exceptionnel. En Espagne, pendant toute la guerre, j'ai bien dormi et j'ai eu faim. Vraiment faim. Mais jamais je ne me suis senti mieux. Écrira-t-il au Pfeiffer en 1939. Fin 1937, la nourriture commence en effet à manquer à Madrid, et malgré son statut, Hemingway, comme les autres, n'a le plus souvent droit qu'à une soupe de haricots et à quelques tranches de saucisson. Le plus inquiétant, l'enthousiasme général lui aussi s'amenuise, comme en témoigne ce passage de Le Papillon et le Tank, écrit en 1938. Madrid vivait sous les obus et tout commençait à manquer, y compris le tabac et la bonne humeur. Les gens avaient tout le temps un peu faim et se mettaient sans cesse, sans raison, en colère pour des choses auxquelles personne ne peut rien, comme par exemple le temps. Mais Ernest n'y prête qu'une attention distraite et tout son être est dévoué à sa cause, à la victoire et à l'action. Familier des 11e et 15e brigades internationales, ayant des relations chez les communismes comme chez les anarchistes et les soldats comme à l'état-major, Ernest dégage une aura considérable dont il profite pour être toujours aux premières loges, comme à Teruel en décembre 1937, lors de la prise de la ville par les républicains. Cependant, son énergie et sa frénésie d'action tendent peu à peu à la mégalomanie, et certains lui reprochent de surestimer son rôle dans la guerre, notamment depuis son discours du 4 juin, qu'à tort ou à raison, il croit à l'origine de l'engagement de certains volontaires américains. Avant la victoire des franquistes en novembre 1938, Hemingway séjourne encore 2 jours en Espagne, notamment à Madrid et à Barcelone,
encore 2 fois en Espagne, où il assiste à l'exil des réfugiés qui fuient la ville. En tant que correspondant du côté républicain, Ernest ne cache pas ses sympathies, mais en tant que romancier, il s'efforce le moins de juger que de comprendre, notamment les massacres dont ni l'un ni l'autre ne sont innocents. Hemingway aime certes être considéré par ses compagnons d'armes comme un soldat à part entière et non pas comme un intellectuel jouant à la guerre. Il n'en reste pas moins avant tout un écrivain que chaque expérience nourrit. Après la guerre d'Espagne, Hemingway poursuit sa rédaction de son Histoire naturelle des morts, son exploration passionnée de la nature humaine. On apprend quelque chose dans cette guerre si on écoute. Fait-il dire à Robert Jordan pour Qui sonne le glas. Apprendre, c'est toujours le premier objectif d'Hemingway. Accumuler les expériences, même douloureuses, car celui qui n'a pas vu le jour de la Révolution dans une petite ville où tout le monde se connaît et c'est toujours connu, il n'y a rien vu. Car celui qui n'a pas vu le jour de la Révolution dans une petite ville où tout le monde se connaît et c'est toujours connu, il n'a rien vu. L'adieu aux armes devait beaucoup à la peur d'Ernest de ne pas être à la hauteur face au danger, mais de la peur notamment d'être tué. Hemingway s'est débarrassé cette guerre d'un genre nouveau et donc pour lui l'occasion d'explorer de nouvelles émotions, les émotions d'une profondeur extraordinaire. Mourir pour une cause, mourir pour rien, mentir, tuer par devoir, trahir, dénoncer. Dans la dénonciation, justement, nouvelle parue en 1938, Hemingway aborde rapidement l'ambiguïté de la position de l'écrivain en temps de guerre. Alors qu'il est assis au Chicote, un bar de Madrid, un ancien ami franquiste du narrateur, Delgado, arrive dans la salle. Il aurait pu obtenir la seguridad en demandant simplement au service de téléphone, mais je lui avais indiqué le moyen le plus simple de faire arrêter Delgado dans un de ses excès d'impartialité, de vertu et de ponce-pilatisme, et l'envie toujours saloparde de voir comment les gens se comportent sous l'effet d'un cas de conscience, ce qui donne tant de charme aux écrivains que l'on a pour amis. À la fin de l'année 1938, alors qu'il a séjourné de nombreux mois dans la poussière, le bruit, la mitraille, la mort, la peur et la mort, la peur de la mort, la vaillance, la lâcheté, la folie d'échec, Hemingway commence à ressentir une certaine lassitude. Il est fatigué, les républicains ont perdu, son mariage avec Pauline est dans l'impasse, et sa curiosité est rassasiée. Au diable de la guerre pour un certain temps, je veux écrire, aussi longtemps qu'il y a la guerre, déclare-t-il à Ivan Kachim. On pense toujours qu'on va peut-être être tué, ce qui fait qu'on s'en fiche de tout. Mais maintenant que je ne vais pas être tué, je dois donc travailler. Et comme vous l'avez sans doute découvert, vivre est beaucoup plus difficile et compliqué que mourir. Et il est exactement toujours aussi difficile d'écrire. Écrire. Hemingway le fera sans tarder et superbement avec plusieurs nouvelles. Une pièce de théâtre et bien sûr Pour Qui sonne le glas, qui, 2 ans à peine après sa publication en octobre 1940, dépasse le million d'exemplaires. Contrairement à En avoir ou pas, les critiques sont unanimes, les critiques littéraires du moins, car d'un point de vue politique, les choses en vont autrement. Si la droite lui reproche son engagement aux côtés des communistes, de gauche, elle déplore les atrocités des républicains, n'ait pas été passé sous silence. Le livre d'Hemingway a certes été engagé, mais ce n'est pas un outil de propagande. Si j'avais assisté au meurtre curieux chez Chicotet, écrit-il dans Le Papillon et le Tank, je pouvais en faire le sujet d'une histoire tout aussi bien que si l'incident s'était produit à New York, à Chicago, à Key West ou à Marseille. Cela n'avait rien à voir avec la politique. Une fois encore, l'objectif d'Ernest est d'écrire un livre vrai. Mais la vérité pour lui, et il l'a plusieurs fois prouvé, ce n'est pas tant celle des faits que celle de l'écriture elle-même. Pour votre information, écrit-il à Katchin, dans les histoires concernant la guerre, j'essaie d'en montrer tous les différents aspects, l'abordant lentement et honnêtement, en examinant de plusieurs manières. Ne pensez donc jamais qu'une histoire représente mon point de vue, car les choses sont beaucoup trop compliquées pour ça. Hemingway ne voulait pas glorifier tel ou tel camp, les deux ayant été plongés dans un abîme de pourriture et de traîtrise, mais justement rendre compte de cette vérité, complexe et difficile. Il voulait écrire pour les déserteurs et sur les héros, sur les lâches et sur les braves, sur l'homme tout simplement, l'homme et l'Espagne.
Quand il la quitte en novembre 1938, Ernest ne sait pas encore qu'il ne la retrouvera plus avant 1953, où, fatigué, alcoolique, auréolé par un succès qui l'épuise, gravement blessé lorsque de son dernier safari africain de 1954 et n'écrivant plus qu'avec difficulté, Hemingway sera cependant acclamé partout où il passe. L'Espagne a beau être sous le joug de la dictature franquiste, elle n'oublie pas ce qu'elle doit à l'auteur de La mort dans l'après-midi et pour qui sonne le glas. N'oublie pas qui restera un aficionado. Fin du chapitre.